l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie Thank you very much, Emmanuel. commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour à tous, il est 7h et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation actuelle au Kosovo, région qui connaît des tensions entre Serbes, Kosovars, Albanais depuis plusieurs années, mais les dernières évolutions militaires risquent d'accentuer ces tensions. Effectivement, selon le gouvernement kosovar, le KSF, Kosovo Security Force, est en train d'être transformé en véritable armée d'ici 2028. Cette évolution suscite l'opposition de Belgrade, qui craint une militarisation pouvant viser la population serbe locale. Les Serbes, maintenant minoritaires dans la région, vivent des actes de résistance, menant parfois à des affrontements avec la police kosovare et parfois même avec la force internationale de maintien de la paix, la KFOR. Même si les autorités kosovares assurent que les forces armées ne seront pas visées contre les Serbes, Belgrade continue de positionner ses troupes à la frontière et de signaler qu'elles sont prêtes en cas de crise. Pour réagir à cette actualité, je reçois aujourd'hui Jacques Hogar, qui s'est rendu il y a plusieurs années au Kosovo et qui connaît très bien la région. Monsieur Hogar, merci d'être avec nous ce matin. Mais je vous en prie, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble un petit peu la situation au Kosovo. Même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, on va surtout réagir sur les dernières actualités, notamment sur le contrôle des forces armées au Kosovo. Alors pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point justement sur la situation actuelle et les dernières actualités concernant les forces armées kosovares ? Alors, d'une manière générale, il faut faire un panorama rapide mais global, parce que si vous voulez, le problème du Kosovo aujourd'hui est toujours prégnant, il est toujours très fort, parce que vous avez une majorité albanaise menée par son premier ministre Albin Kurti, qui est, je crois, un extrémiste en fait, ou un nationaliste extrême albanais, si vous voulez, qui est dans une position qui vise à réaliser, terminer, finaliser l'épuration ethnique des Serbes du Kosovo. Et c'est ça donc la situation des Serbes au Kosovo aujourd'hui est extrêmement difficile. Et on l'a vu les derniers mois et les dernières années, hein, il y a de multiples occasions de tension entre la Serbie, qui ne renonce pas à sa province du Sud, et le gouvernement de fait du Kosovo, qui dit mais non, 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 on est une république indépendante, et d'ailleurs on louche grossièrement vers l'Albanie, ce qui est, comment dirais-je, la concrétisation de ce vieux rêve de la Ligue de Prizren en 1877, qui visait déjà à la constitution d'une grande Albanie, incluant déjà à l'époque le Kosovo Metochi, province que les Serbes considèrent comme leur cœur historique, religieux, identitaire, etc. Donc, si vous voulez, la situation est vraiment tendue. Elle est tendue de manière internationale. Tout le monde se réarme dans la région. La Serbie s'est d'ailleurs réarmée ces dernières années, et elle poursuit son effort. Vous savez, comme tout le monde, qu'elle a acheté 12 avions Rafale à la France. Elle louche à la fois vers l'Europe et vers la Russie, la Serbie. C'est un exercice difficile auquel se livre le président Vučić en Serbie aujourd'hui. Il y a le problème de la Bosnie-Herzégovine à côté, qui est aussi extrêmement prégnant, inquiétant, parce que les autorités de la Bosnie-Herzégovine, les autorités fédérales de Bosnie-Herzégovine, de Sarajevo, ont entrepris
je dirais, de martyriser, on va dire ça comme ça, la République serbe de Bosnie, qui est une entité officielle créée par les accords de Dayton, il y a maintenant, à la fin de la guerre, hein, et vous avez le Kosovo. Et le Kosovo ne désarme pas non plus, il cherche à réarmer, il a l'appui des États-Unis. Alors il avait l'appui des États-Unis, ça a peut-être changé avec l'administration Trump, les Serbes font beaucoup d'efforts pour ça. Mais il a l'appui de l'Allemagne, le Kosovo a l'appui de la France, même quand la France est critique, parce que ces derniers mois, Albin Kurti a poussé le bouchon un peu loin, si je puis dire, vis-à-vis de sa politique anti-serbe dans la province. Et puis, bien sûr, il y a donc cet enjeu qui est maintenant la transformation des forces de sécurité du Kosovo en véritable armée. Alors une armée modeste quand même, parce qu'il s'agit, si vous voulez, en gros de 10 000 à 15 000 hommes. Hein. Le corps de protection du Kosovo, de sécurité du Kosovo, le FSK ou KSF, pardon, selon la terminologie britannique ou française, c'était 10 000 hommes d'actifs, 5 000 réservistes et quelques 500 ou 1000 paramilitaires. Qui ne sont pas les moins actifs d'ailleurs, et dont l'action vise à prendre le contrôle des dernières poches de population serbe dans la région. Donc il y a bien entendu le nord de l'Ibar, c'est-à-dire cette pointe nord du Kosovo qui touche la Serbie centrale, et puis il y a bien sûr, par exemple, comment dirais-je, la zone de population autour de Gračanica, au centre de la Serbie, du Kosovo, qui est peuplée majoritairement de Serbes. Donc on voit bien que cette action, elle vise avant tout à créer de la tension, à créer une certaine peur parmi les derniers Serbes habitant le Kosovo et à les faire partir. C'est ça l'objet. Donc l'enjeu, c'est l'épuration ethnique définitive du Kosovo à travers la militarisation progressive de cet État. Bien entendu, derrière, il y avait l'OTAN. Je pense que l'OTAN a toujours joué le rôle de parrain, si je puis dire, de cette force armée kosovare. Il y a bien sûr, il y a l'UE, l'Union européenne, qui joue un jeu pas très clair non plus, aligné sur l'OTAN d'ailleurs, malgré le fait que 5 pays de l'Union européenne n'ont jamais reconnu le Kosovo, de l'Espagne à Chypre en passant par la Slovaquie, la Roumanie et la Grèce, hein, faut pas l'oublier, mais voilà un peu l'état des lieux, si vous voulez. L'état des lieux, c'est une situation de tension très forte qui implique la Serbie, avec ses propres problèmes aujourd'hui, suite aux incidents de Novi Sad il y a 1 an, qui implique la Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie, les autorités, je dirais, étrangères de Bosnie-Herzégovine, le proconsul allemand Christian Schmidt remettant en cause les accords de Dayton, finalement, au travers de l'existence même de la République serbe de Bosnie. Et tout ça sont des éléments extrêmement forts de tension qui peuvent, à un moment donné, déboucher sur une détonation très forte dans la région. Hein. Les Balkans restent les Balkans. Justement, selon vous, quels sont les risques les plus probables, notamment pour la stabilité régionale, si les forces kosovares et albanaises accroissent leur opération et leur présence dans les communautés serbes? Alors, là, le rapprochement de Kurti avec l'Albanie, c'est pas nouveau. Ça même, il y a eu un écho chez le Premier ministre albanais lui-même. Hein. On sait bien que c'est leur volonté. La volonté, c'est à un moment donné la réunification. Je dirais moi, personnellement, je ne pense pas que le Kosovo soit viable en tant qu'État. C'est grand comme un département français. Ça n'a pas vraiment de ressources propres, sauf tous les trafics. Et Dieu sait s'il en a. Mais je pense qu'en fait, la volonté, l'affichage de ce rapprochement militaire, entre guillemets, kosovar-albanais, c'est une espèce de provocation, c'est une espèce voilà, ce genre de comportements, d'attitudes qui peuvent être incendiaires, qui peuvent amener une réaction violente.
le Kosovo tout seul face à la Serbie ne représente pas grand-chose. Adossé à l'Albanie, on peut ressusciter les vieux démons des guerres balkaniques. Hein. Je veux dire, tout est envisageable. À partir du moment où vous avez des gens comme Albin Kurti qui cherchent la confrontation, à mon avis. Vous avez également employé des termes très forts, justes mais très forts, comme la martyrisation des Serbes ou l'épuration ethnique. Comment est-ce que vous expliquez le silence des médias occidentaux et la banalisation de ces tensions et de ces persécutions au Kosovo? Alors, moi, je vais vous donner une explication qui m'est chère, si vous voulez, mais vous avez l'Union européenne aujourd'hui est une Union européenne allemande, en fait. Vous avez Ursula von der Leyen, alors qui rencontre des difficultés aujourd'hui face au Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui lui tient tête, et à juste titre, pour des affaires de corruption, d'évaporation de fonds européens qui nous concernent tous, hein, parce que ce sont nos impôts. Et moi, j'applaudis dès demain Viktor Orban lorsqu'il la dénonce en public et qu'elle est obligée de quitter la salle, contrite, pâle et presque en pleurs. Bon. L'Union européenne est allemande. Le meilleur appui de Ursula von der Leyen, au fond, c'est le chancelier Merz. Ils ont la même volonté guerrière. Merz a parlé de ressusciter finalement la Wehrmacht. J'exagère à peine en faisant de l'armée allemande, de la Bundeswehr actuelle, la première armée européenne dans les années qui viennent. Bon. Et en Bosnie-Herzégovine, vous avez un Gauleiter allemand, Christian Schmitt. Là aussi, je n'exagère pas, les termes sont justes. Cet homme sans légitimité démocratique entend donner des ordres, un diktat finalement aux populations de la région, qu'elles soient d'ailleurs serbes ou croates ou bosniaques. Bon. Et donc, on voit bien que le Kosovo, c'est une pièce de ce puzzle. Il ne faut pas l'isoler du reste des problèmes balkaniques. Et l'Union européenne voit d'un très bon œil le Kosovo, indépendant ou proche des Albanais, et voit d'un mauvais œil un retour dans le giron serbe, tel que le voudrait pourtant la résolution 1244 de l'ONU, qui précise que le Kosovo est serbe, bon, et qui n'a jamais été démenti par l'ONU. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de combat si vous voulez, d'influence très forte, et l'Union européenne, la France est alignée sur l'Union européenne, clairement. Monsieur Macron est aligné sur Madame von der Leyen. Les pressions sont intenses sur le président serbe Aleksandar Vučić pour qu'il reconnaisse l'indépendance du Kosovo, ce qu'il ne peut pas faire au risque de perdre toute légitimité en Serbie. Il y a le rôle de l'Église, bien sûr, serbe orthodoxe, parce que le Kosovo, c'est la terre sacrée de l'orthodoxie serbe. Donc tout ça, vous voyez bien que l'Union européenne est finalement complice de la politique qui est menée par les autorités kosovares, même quand facialement, avec un peu d'hypocrisie, on tape un peu sur les doigts avec une règle en caoutchouc, pas en fer, de M. Kurti pour lui dire c'est pas bien ce que tu fais à ta minorité serbe d'aujourd'hui. Mais en fait, son rêve à lui, c'est de la faire partir définitivement, de faire du passé table rase, de raser d'ailleurs le patrimoine historique et culturel religieux serbe en particulier, les monastères, les églises anciennes, etc., pour en faire une terre albanaise de conquête. C'est évident. Donc moi je pense que le silence des médias européens, en particulier français, qui est lourd, qui est pesant, s'explique par cette espèce de complicité tacite vis-à-vis de ce pouvoir dont je rappelle que la force armée, le FSK, dont on parlait tout à l'heure, c'est l'héritier direct de l'UCK, de la rébellion albanaise qui a commis des horreurs de 1996 à 1999, qui était qualifiée par les Américains d'organisation terroriste en 1996 et qui a changé de catégorie en devenant le meilleur allié des forces démocrates américaines et néoconservatrices américaines à l'époque sous la présidence de Clinton pour devenir finalement le fer de lance
de la séparation avec la Serbie et de cette indépendance déclarée unilatéralement en 2008. Voilà ce que je peux dire, en gros, de cette attitude lamentable des autorités européennes et françaises en particulier sur la réalité de ce qui se passe au Kosovo. En fait, il faudrait avoir le courage d'en revenir à l'application stricte et simple de la résolution 1244 de l'ONU. Voilà. Et c'est, à mon avis, pas de mal à veille. On préfère la confrontation armée dans ce monde qui devient fou à la diplomatie et à la discussion. Bah justement, selon vous, quelles mesures concrètes pourraient être prises pour apaiser au moins les tensions? On ne parle pas de réconciliation depuis le temps que tout cela dure, et garantir un peu la sécurité aussi des Serbes minoritaires de la région. Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que vous y croyez? Alors, j'y crois, c'est-à-dire que finalement la présence militaire étrangère n'a jamais quitté le Kosovo depuis les événements de 99 et de 2008. Si vous prenez l'exemple du monastère emblématique de Dečani, de Visoki Dečani au Kosovo, il est protégé par une force européenne, otanienne d'ailleurs, mais européenne, depuis des années, parce que sinon il aurait disparu, il aurait été rasé par la haine des héritiers de l'UCK et donc de ce pouvoir, à mes yeux, illégitime et illégal qu'est le gouvernement de Pristina aujourd'hui. Mais comment revenir à... Et moi, je pense que, si vous voulez, le Kosovo le gouvernement kosovar ne vit que de perfusions opérées par l'Union européenne, par les fonds européens, etc. Donc, il faudrait commencer par, je veux dire, lui serrer les cordons de la bourse. L'étrangler par là où il finalement prospère aujourd'hui. Donc, il faudrait une politique volontariste. Il faudrait pas seulement gronder M. Kurti de temps en temps en lui tapant sur les doigts avec une règle en caoutchouc, mais prendre, s'il le faut, une règle en fer. Et qu'il comprenne qu'il n'est pas le petit dictateur local qui peut s'en prendre, continuer de s'en prendre à une minorité qui devient de plus en plus minoritaire, parce que c'est son objectif. Je pense qu'il faudra une vraie politique européenne, et c'est là qu'on voit toute l'importance du combat que mène Viktor Orban vis-à-vis d'Ursula von der Leyen. Viktor Orban est en train finalement de prendre la tête d'un nouveau pacte de Visegrad, si vous voulez, avec la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, qui est en train de rejoindre le camp. C'est nouveau. On peut s'en féliciter, mais ça veut dire que voilà, c'est un contrepoids européen très fort en Europe à ce machin, comme aurait dit le général de Gaulle, qui est devenu l'Union européenne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Monsieur Hogar, pour terminer un petit peu cette émission, est-ce que vous pourriez me résumer en un seul mot la situation actuelle au Kosovo? Persécution. Je dirais plutôt persécution. Persécution des minorités, qu'elles soient serbes ou roms. N'oublions pas les roms, qui sont et puis les Gorani, et puis toutes ces minorités qui sont extrêmement mal vues de la majorité albanaise aujourd'hui, qui a grossi de manière pléthorique au fil des ans. Eh bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise sur ce sujet. Je vous en prie, merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.